Dans cette vidéo, je vais vous présenter un panorama des médiations, en France. Cette présentation suivra un plan en 2 parties. Les sociologues des professions, distinguent généralement la profession, première partie, du métier, deuxième partie. La profession, c'est tout ce qui concerne la vitrine extérieure de l'activité, c'est l'organisation professionnelle, c'est un peu la notion de filière, c'est la qualification, c'est l'emploi, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et le métier, c'est ce qu'on voit de l'intérieur, c'est-à-dire comment on quel travail y est réalisé, quelle activité y est faite, c'est toute la question aussi de la compétence. Donc dans la première partie, nous commencerons par une exploration de l'étymologie du mot médiation. Nous verrons que au cours d'une longue histoire, le terme a acquis plusieurs sens et qu'il a aujourd'hui un usage polysémique auquel répondent une très grande diversité des pratiques sociales de médiation. Comment s'y retrouver donc dans ce paysage assez touffu, assez intriqué des pratiques sociales de médiation? Nous suivrons les 3 approches suggérées par Jacques Faget. Une première approche basée sur qu'il qualifie de nominaliste, qui est basée sur les appellations, une deuxième substantialiste qui permet de repérer dans les modes alternatifs de règlement des différends la médiation, et une troisième où, à partir d'une définition normative, on a une approche qui série la médiation d'une manière beaucoup plus étroite. En deuxième partie, en nous appuyant sur la carte des médiations, nous brosserons donc ce panorama subjectif des médiations en France actuellement, ce qui nous permettra de dégager 4 archétypes de médiation. Puis nous verrons les aspects économiques de la profession et enfin nous conclurons sur le questionnement actuel autour de la création d'un statut du médiateur. Médiation, dans l'Antiquité, prend surtout la signification de, celui qui sépare, celui qui se tient au milieu, celui qui fait l'intermédiaire. Cette notion de milieu, med, comporte en elle une tension entre celui qui sépare 2 parties en conflit, par exemple, et celui qui unit. Parce que le milieu, c'est à la fois le point de passage et le point de séparation. À la racine milieu et médiator s'ajoutent d'autres significations. Dans médiator, il y a la racine med qui est médéor, qui est guérir, ramener de l'ordre, donc comme le médecin. Hein, et donc il y a presque la notion de médicament, de soin. Et puis il y a deux racines, enfin deux notions grecques, médomai, qui a fait méditer, réfléchir, méditer, inventer, peser, et mésites aussi en grec, l'arbitre, celui qui s'interpose, qui départage, l'intermédiaire qui relie. Donc on retrouve dans toute l'Antiquité cette notion de milieu et d'interposition. Dans les temps modernes apparaît une nouvelle notion autour du couple d'opposés immédiat-média. Immédiat, c'est ce qui vient tout de suite à la conscience. Média, c'est ce qui nécessite une transformation, une réflexion, ce qui est indirect. Et dans médiation, il y a bien cette notion de transformation, de quelque chose d'indirect et en réalité d'un intermédiaire qui permet le passage de quelque chose d'un état à un autre état. C'est l'aspect transformatif de la médiation, qui est une notion d'abord philosophique, puis une notion qui vient nourrir la psychologie, notamment avec Lev Vygotsky, ses travaux du début du XXe siècle sur les fonctions psychiques supérieures, où il met en avant les relations de médiatisation entre la pensée et le langage comme vecteur de médiation intrapsychique, mais aussi interpsychique. Donnez aussi le terme médiatisé, hein, qui est un terme extrêmement important pour la médiation, puisque la médiation, c'est une activité médiatisante au sens où elle va
servir de support à des modifications de perception ou de représentation. Et enfin, comme activité sociale, comme terme désignant une activité sociale, le médiateur, il a toujours existé historiquement. Dans les temps modernes, à partir du XVIe et XVIIe siècle, et surtout du XVIIIe siècle, il commence à être conceptualisé par des écrits de diplomates qui s'intéressent au travail de diplomatie et de médiation par opposition à l'activité guerrière. Et puis, ce sens-là de médiation internationale, médiation diplomatique, va perdurer, puisque c'est une activité que l'on retrouve jusqu'à nos jours, mais s'adjoindre d'autres sens, le sens de médiateur judiciaire, médiateur juridique, médiateur de la République, qui apparaît en 1973 en France. Et donc, on voit dans les années 70-80 émerger cette notion de pratique sociale de médiation qui va donner lieu à une extraordinaire éclosion de pratiques que nous retrouvons aujourd'hui et qui font l'objet de cette présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les deux sens de médiation. Un premier qui vient de mediare, partagé en deux, c'est-à-dire à la fois séparé et relié, et médiation comme un tiers intermédiaire qui fait passer d'un état à un autre, c'est-à-dire qui transforme et qui rend significatif. Nous avons en gros trois halos sémantiques, la médiation comme tout ce qui est intermédiaire, interface, la médiation comme activité sociale et la médiation comme phénomène psychique. La médiation, avec sa signification d'activité sociale, a donné lieu à un bourgeonnement d'appellations dans lequel on a aujourd'hui un peu de mal à s'y retrouver. Alors comment précisément s'y retrouver? Jacques Faget, dans son ouvrage La médiation, les ateliers silencieux de la démocratie, propose trois approches. Une approche qu'il qualifie de nominaliste, qui en gros brasse très large. Tout ce qui s'appelle médiation est inclus dans cette approche. Une approche qu'il qualifie de substantialiste, qui est une approche où quand un tiers prend la fonction de s'interposer dans un conflit pour tenter de le pacifier, qui est médiation. Donc c'est une approche qui permet de dégager ce qui est propre à la médiation par rapport aux autres activités de régulation des conflits, et en particulier toutes les modes alternatifs de règlement des différends, les MARD. Et enfin, une troisième approche, qui est une approche qu'il qualifie de normative, où à partir d'une définition normée, normalisée de la médiation, dans notre filet de pêcheurs, on prend toutes les activités qui correspondent à cette définition. Donc nous allons voir successivement ces trois approches. Dans la première approche, celle qui est nominaliste, tout ce qui a l'appellation de médiation nous intéresse. Il y a eu une tentative de fait par Pierre Duriez en 1997, donc il a recensé tous les endroits où il y avait des appellations de médiation, comme dans la médiation éducative pédagogique, la médiation cognitive, la médiation culturelle, interculturelle, ethnopsychiatrique. Enfin, il y en a un très grand nombre déjà dès 1997. Et si on faisait l'effort de faire à nouveau cette recension aujourd'hui, il faudrait probablement plus que doubler le nombre des bulles qui sont sur cette carte. Maintenant, un peu resserrer le filet pour s'intéresser à la médiation comme activité de régulation des conflits. On présente souvent cette pyramide qui est la pyramide de la fabrication du consensus social. Alors, il y a des modes dont on ne s'aperçoit pas du tout, qui relèvent de l'habitude et qui, heureusement, existent fortement et qui sont extrêmement cohésifs pour les sociétés et les groupes humains. C'est le partage de la culture, c'est le dialogue, ce sont les règles ou procédures, mais parfois ça ne suffit pas, notamment quand il y a des éléments externes, des
chocs externes qui arrivent ou quand il y a une nécessité de changement, à ce moment-là, en général, le dialogue devient beaucoup plus intense, beaucoup plus dense, beaucoup plus formel, et on passe à l'échelon de la négociation. Quand on n'y arrive pas avec la négociation, on recourt à un tiers médiateur, qui peut être plus ou moins doté de pouvoir, mais on est encore avec la médiation et la négociation dans les modes horizontaux de résolution des conflits, c'est-à-dire qu'in fine, ce sont les parties qui continuent d'avoir la main sur la décision de leur accord. Elles vont accepter ou non l'accord qui ne résultera pas du processus de négociation, du processus de médiation. Donc on est encore dans des modes horizontaux ou modes alternatifs de résolution des différends. On y ajoute en général l'arbitrage, mais qui n'est pas proprement un mode horizontal, puisqu'on passe ensuite à des modes verticaux où on s'adresse à un tiers en lui remettant le pouvoir de décider, de trancher dans notre différend. Alors ce tiers peut être une autorité, un sage, un expert, une institution, un pouvoir public, une autorité quelconque. Il peut être aussi doté d'un statut particulier, soit un juge étatique, soit un arbitre choisi entre les parties. Mais ce qui est très important dans ces deux types d'intervenants, c'est qu'ils s'appuient sur le droit et que leur décision va avoir une force exécutoire. Et puis quand le droit ne fonctionne plus, quand la règle ne fonctionne plus, eh bien on a recours à la force, sachant que dans nos pays démocratiques, la force est le monopole légitime de l'État, soit au travers de l'armée, soit au travers de la police. Mais encore faut-il trouver une définition de la médiation comme activité sociale. Et il en existe beaucoup, que j'en ai mis là quelques-unes sur le document que vous avez à l'écran. La plus ancienne, en tous les cas celle que j'ai trouvée qui est la plus ancienne, c'est celle de Solon d'Athènes, vers 600 avant Jésus-Christ, où, portant témoignage de son activité de médiateur, il dit « Résistant de part et d'autre, je me suis trouvé cerné comme un loup au milieu d'une bande de chiens, placé au milieu, comme entre deux armées prêtes à s'affronter, je me suis tenu comme une borne infranchissable. » Le Code de procédure civile, dans son article 1530, définit la médiation, d'ailleurs comme la conciliation, comme tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elle, qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Cette définition se retrouve peu ou prou, mais d'une manière quand même assez différenciée dans celle qu'une réunion d'organisation de médiation a proposée en 2009 avec un code de déontologie pour la profession. La médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels l'établissement et ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. Donc là, ce qui est différenciant dans cette définition, c'est la notion d'établissement ou de rétablissement des liens, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à celle de différents, mais on va s'intéresser à la relation entre les personnes et à leurs conflits. Donc on est sur une notion beaucoup plus profonde de relationnel et de conflictualité entre les personnes. Ces définitions montrent donc des approches assez différentes de la médiation. Définition, hein, puisque là on parle d'entretien confidentiel et d'un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel, alors que là le tiers est neutre, indépendant, impartial, mais il est compétent sur la matière du litige. Et on revient ici sur le litige, le différend, alors qu'ici on parle de conflit et de relation. Une autre qui nous propose encore une autre optique. Pour John Haynes, en 1999, la médiation est définie comme la négociation des problèmes des autres. C'est-à-dire qu'un tiers intervient
entre 2 personnes pour les aider à négocier, leurs, problèmes. Donc si l'on voulait faire un peu le point commun et essayer de dresser une définition normative de la médiation, il faudrait qu'elle ait, ces différents éléments. Un conflit, actif ou latent, c'est-à-dire avéré ou futur, possible. Plusieurs acteurs qui sont volontaires, décisionnaires, actifs, en capacité d'agir. Un tiers, indépendant, neutre, impartial, sans pouvoir de décision, qualifié et accepté par les acteurs. Donc ça, c'est très important parce que les acteurs sont en fait au centre du dispositif, c'est leur autodétermination, leur empowerment en anglais, qui est, le moteur essentiel de la médiation. Sans envie, sans désir de se rencontrer et de se parler, il est peu probable, que la médiation, puisse, aboutir, sinon même se mettre en place. Et enfin, ce tiers indépendant, neutre, impartial, il active un processus, il anime un processus qui est structuré, qui est confidentiel, qui est basé sur le dialogue et l'altérité et qui vise à la relation et éventuellement des accords. Et donc, à partir de cette définition, on peut distinguer ce qui est de la médiation de ce qui est moins ou pas du tout de la médiation. 4 sous-axes, en quelque sorte. On va du plus souple et du plus autodéterminé au plus contraignant et au plus déterminé par un tiers. Et donc, on a après les médiations sociales, où là, il s'agit plus de médiation entre la société ou une partie d'entre elles et certains individus. Les médiations institutionnelles, qui voient se rencontrer des usagers ou des consommateurs en face d'une administration ou d'un fournisseur. Et en général, et on le reverra, c'est un petit contre un gros, donc le critère de la symétrie n'est pas vraiment respecté dans ces médiations. Et très souvent, on n'a pas le choix du médiateur, il y a un guichet de médiation et il faut s'adresser à ce guichet-là. On est déjà dans la procédure puisque ce guichet va appliquer en effet une procédure. Ensuite, on a les conciliations qui sont des interventions gratuites faites en général par d'anciens juges ou d'anciens avocats ou des personnes qui ont une expertise juridique. Et donc, on est déjà plus du côté du droit que des représentations et elles vont se doter d'un pouvoir, d'abord d'une certaine légitimité de par leur fonction et leur carrière, et ensuite elles vont se doter du pouvoir de proposer aux parties des solutions. Ce que font carrément les arbitres, puisque c'est ça c'est ce pourquoi on s'adresse à eux, qui tranchent sur la base du droit. Et les arbitres font un peu comme les juges, sauf que les juges sont des personnes nommées par l'État et qui mettent en œuvre les procédures judiciaires et les lois du pays. Et là, on est pour le coup complètement dans l'autorité du tiers, dans le droit comme outil de référence. On est sur le contenu du différend et pas du tout sur la relation. Évidemment, un bon procès ne va pas vous remettre dans une bonne relation avec votre protagoniste, et le juge applique une procédure qui est connue des avocats. Voilà donc ce qui distingue la médiation des autres interventions de tiers sur des conflits.